Ok. Cette conf va être un peu particulière. Je vais essayer de j'ai essayé de la rendre un peu marrante parce que c'est pas un sujet marrant de base. Et généralement, pour les étudiants en école d'ingénieur, ils veulent pas en entendre parler, ils en ont peur, sauf certains qui ont envie de toucher des gros salaires en sortie d'école. Spoiler, ils touchent les gros salaires parce que c'est la gestion de projet, ça paye bien. Mais c'est une tâche qui est plutôt chiante et ça revient à dire qu'on est un ingénieur qui fait du Excel. Bref, je vais parler du coup de la gestion de projet. J'ai dit d'un projet robotique parce que je vais faire parallèle avec la coupe et ce qu'il faut vraiment faire. Il y a des trucs, par exemple, qu'on va pas vraiment, on va laisser tomber parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais essayer de vous donner les bons tips et surtout de bien gérer votre truc pour pas vous arriver à la coupe et vous dire merde, on n'a plus d'argent pour pouvoir payer le logement. Et du coup, on va dormir dans la voiture. True story, ça arrive à des équipes et non, dormez pas dans la voiture, genre jamais. Et dans les stands, c'est interdit. Voilà, j'ai rien entendu de rester. C'était autorisé avant, mais on l'a interdit pour plusieurs raisons, notamment des raisons de sécurité, parce qu'on ferme le site, voilà, et d'autres choses, et parce que s'il n'y a pas de surveillance, on ne peut pas laisser les gens dormir. Bref, déjà, qu'est-ce qu'il y a à gérer sur un projet? C'est de manière globale, mais ça parle un peu, je vais vous dire ce qui ne correspond pas à la coupe. Qu'est-ce qu'il y a à gérer? Il va falloir gérer le bon déroulement du projet, vérifier qu'on va dans le bon sens. C'est bien de genre aller vers la droite quand on doit aller vers la droite et pas vers la gauche. Alors je suis en inverse là, mais bon. Organiser l'équipe en charge du projet, c'est con, mais quand on fait un projet, bah, souvent on est plusieurs, donc il va falloir gérer l'équipe. Potentiellement le budget du projet, si on a le budget à gérer. Bon, vous pouvez aussi, dans les boîtes d'ingénierie, généralement vous ne gérez pas le budget, vous gérez juste le projet en termes ingénieurs et le budget est géré par la partie administration de votre boîte, donc ça va, vous n'avez pas à y toucher. Gérer la communication potentiellement du projet, même chose en boîte d'ingénierie, la communication, il y a des moments où vous n'en faites pas du tout. Si vous bossez pour la défense, par exemple, vous faites zéro communication, ça tombe bien. Et la documentation de la passation, ça par contre c'est obligatoire et c'est même, enfin vous ne faites pas la croix dessus, c'est pas une option. J'expliquerai après pourquoi. Du coup, le chef de projet, c'est la chef d'équipe pour la coupe, puisque c'est plus un chef d'équipe. C'est la personne qui va être en charge du projet dans sa globalité, qui va être capable de dire oui ou non le projet avance, c'est à combien de pourcents. Il a une vue globale du projet, il sait tout ce qui se passe normalement, enfin plus ou moins. Et il doit potentiellement rendre des comptes. Si on prend dans le cas d'une équipe de la coupe, le chef de projet, c'est souvent le président du club, en général. Bon, alors quand il y a plusieurs projets dans l'association, généralement il y a plusieurs chefs d'équipe, mais voilà. Il est en charge de la gestion de l'équipe. Et il doit rendre des comptes à l'école, parce que l'école, elle donne un financement, mais il faut justifier le financement. Donc il doit rendre des comptes à l'école pour dire, oui, effectivement, l'argent, on l'a dépensé pour acheter des pièces de robots, pas pour acheter une PlayStation et faire des tournois de FIFA dans le local. Je ne parle pas de vécu. Mais c'est pas pour nous, donc c'est bon. Le chef de projet peut se faire assister par des responsables. Généralement, on fait un bureau dans une association pour avoir des gens à différents postes. Donc vous pouvez nommer des gens pour déléguer le travail. C'est bien d'avoir des gens qui font les trucs à votre place. Le meilleur chef de projet, généralement, n'en fait pas une. Normalement, mais c'est pas vrai. En vrai, un bon chef de projet est avec ses équipes et il trime avec les équipes. Vous pouvez nommer un responsable financier, par exemple. Un responsable pour la mécanique du robot, l'électronique, l'informatique, enfin, vous connaissez tout ce que vous voulez. Et un responsable de communication. Ça, c'est un poste plutôt important pour une équipe coupe. Vaut mieux avoir quelqu'un dédié à la coupe. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas évolué depuis plusieurs années et on le paye plutôt bien en ce moment. Si on le fait mal, il se passe quoi? Déjà, possiblement des retards sur le projet. Votre robot ne roule pas en arrivant à la coupe parce que le projet est en retard. Les membres disparaissent pendant le projet. Effectivement, si vous occupez mal des membres, potentiellement, il y en a qui vont être vexés, qui vont se trouver qu'ils font pas assez ou alors qu'ils font trop, et du coup, ils vont disparaître sans rien dire, comme le mécanicien d'Audran qui s'est barré à 2 mois de la coupe sans rien dire et qui était aux États-Unis. Bon exemple pour le coup. Il manque de l'argent pour faire tout ce qui était prévu. Vous vous rendez compte qu'il vous manque 1000 euros, donc du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir acheter des pièces de rechange pour le robot ou des trucs comme ça. Donc, bah, effectivement, si vous le faites mal, ça peut arriver. Les partenaires vous abandonnent parce que vous leur manquez, ils ont un manque de visibilité sur le projet. Alors, il y a des partenaires qui en ont rien à faire de ce que vous faites et ils vous donnent l'argent au début et vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des partenaires qui vont demander des comptes, forcément les écoles. Et bah, si vous ne faites pas bien la gestion de projet et la communication avec vos partenaires peuvent vous lâcher. Triste. Le chef de projet fait une dépression. True story. Il peut en avoir marre et abandonner le projet et vous êtes encore plus dans la mouise. Et c'est pas une blague. Hein. Il y a des chefs d'association qui, genre pendant la coupe, j'ai déjà vu un mec, un président d'asso, en avoir marre, prendre sa voiture, rentrer à Paris en laissant son équipe sur place. Et je pense que je suis pas le seul à avoir déjà vu et ça fait très mal. Et le local peut prendre feu si vous gérez vraiment mal et que, par exemple, vous n'enseignez pas les règles de sécurité sur les batteries à vos membres, bah, potentiellement vous perdez votre local. Vous faites du choix sur du matériel douteux, comme acheter une imprimante chinoise qui prend feu dans le local. C'est arrivé à une équipe de la coupe, donc on rigole pas. Donc voilà, il y a plein de choses, il faut bien gérer son projet. Non, ça leur est arrivé à 1 mois de la coupe. Réalisation d'un projet.
Donc on va parler un peu ingénierie. On est dans une école d'ingénieur, ça tombe bien. On a un modèle dans l'ingénierie qui s'appelle le cycle en V. Alors je ne sais pas si c'est super bien lisible, mais qui permet de définir un peu toutes les étapes de projet et dans quel sens ça va. On va commencer par ce qu'on appelle les requirements, les functional requirements, donc les spécifications techniques, spécifications fonctionnelles, merci. Voilà. Où là on va définir qu'est-ce qu'on veut faire avec le projet. Ce serait bien déjà de définir à la base on veut faire un robot, on veut qu'il roule, on veut qu'il ramasse des choses. Oui, on le définit avant de faire le robot, c'est mieux. Ensuite, d'ailleurs, on va voir la deuxième étape, les spécifications fonctionnelles, enfin techniques et l'architecture, où là, on va spécifier comment le robot va faire les choses. Par exemple, il va avoir des moteurs pour rouler. Oui, c'est bien. Il va avoir un bras pour attraper les éléments de jeu. Il va avoir une batterie. C'est bien de le préciser. Voilà, ce genre de choses. Derrière, on va avoir l'intégration. Alors, c'est dans le mauvais sens. Là, les gens vont entendre intégration quand on réunit tout. Là, c'est l'intégration dans le sens où on va bien splitter le projet et répartir toutes les étapes. C'est plutôt architecture normalement, mais bon. J'ai pas vu que c'était le mauvais terme, dommage. Et en dessous, c'est un peu particulier parce que le terme en dessous, industrialisation, c'est la partie où on va venir développer le projet. On va venir en fait, faire toute la base et faire tous les morceaux de code et commencer à les mettre ensemble, etc. Et derrière, il va y avoir une partie où on remonte, où là, on fait tous les trucs chiants que les gens ne veulent pas faire. Les ingénieurs, généralement, ils ne veulent pas faire ça. Mais c'est obligatoire. C'est la partie où on va tester le projet et valider qu'il est bon. Et potentiellement revenir en arrière parce que, oui, effectivement, on a oublié des choses. Donc, on a les tests d'unitaire intégration où, en fait, on va venir tester chacun des modules du robot indépendamment, puis les mettre ensemble et voir que ça se passe plutôt bien. La vérification du système, on fait tourner le robot en entier et on regarde qu'il fait son match correctement. La validation système, là, on fait valider par les utilisateurs. Alors, c'est particulier pour la coupe parce que les deux étapes, là, elles sont un peu mélangées. Puisque, en fait, l'utilisateur du robot, c'est ceux qui ramènent le robot en match. Donc, en fait, voilà, c'est en fait les mêmes personnes qui développent le robot et qui le font tourner. Donc, voilà. Et la production de masse, ça ne concerne pas, mais potentiellement, derrière, il faut penser qu'il y a une étape de production. Vous développez une carte électronique. La carte électronique, derrière, elle doit être produite en masse pour la mettre dans un produit. Généralement, on passe par plusieurs étapes. On a la première étape, le POC, c'est là où on va venir faire ce qu'on appelle le proof of concept, où on va venir en fait, faire un petit prototype pour se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Généralement, c'est dans les premières étapes du projet. Après, on va voir ce qu'on appelle l'EVT. C'est c'est Engineer Validation, j'ai oublié l'acronyme, mais c'est l'étape où on va venir faire des premiers prototypes concrets pour dire je peux faire l'actionneur en faisant telle technique ou telle technique, et qui nous permet de dire ok, on a un choix qui est évident de comment on va le faire. Le DVT, là, c'est la partie où on arrive c'est la partie le robot de la coupe, en fait, techniquement. C'est le moment où on commence à en fait, assembler vraiment tous les modules et avoir un produit quasiment fini, où on fait des correctifs au fur et à mesure pour corriger les petits problèmes. C'est comme ça qu'on arrive à la V53.103 du robot des Goldorak. Et enfin, il y a le PVT, que là, on n'a pas pour la coupe, qui est la version production qui va nous permettre de faire les premières, qui va en fait être potentiellement la première série, celle qu'on va produire pour dire on est capable de faire 100 fois le même robot et le vendre. Alors, nous, on ne le fait pas parce qu'on fait généralement qu'un seul robot ou deux, donc ça n'existe pas, mais voilà, potentiellement, il y a cette étape après. Si on prend le cycle en V et qu'on positionne justement toutes ces étapes, le POC intervient au tout début, quand on commence à réfléchir de qu'est-ce qu'on veut faire. Le VT, ça va être vraiment sur les parties où on va commencer à architecturer le projet et à faire les petits morceaux pour voir quelles sont les solutions qu'on va adopter. Le robot, on va le faire sur la partie en bas, où là, on commence à vraiment faire le modèle concret et à faire toutes les versions jusqu'à la 53e version. Et après, on remonte et le PVT, c'est vraiment à la fin, quand on valide par l'utilisateur que le produit est bon, avant de faire la production de masse. Bref. Le problème de ce genre de méthode, c'est que chaque étape dépend de celle d'avant. Donc si on a merdé à la première étape, on a merdé à la 10e étape, toutes les étapes suivantes sont mauvaises. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont. Faire un robot pour la coupe, il ne faut pas se dire on fait le robot et après on réfléchit de qu'est-ce que devait faire le robot. C'est complexe à suivre parfaitement cette méthode. Donc voilà, il faut généralement avoir quelqu'un dédié à ça, le chef de projet, ça tombe bien. Ça demande du temps et il faut penser aux prochaines itérations. Potentiellement, vous avez fait un robot coupe, vous allez le faire pour une année, mais potentiellement ce robot va être réutilisé pour les années suivantes, ou au moins des parties de votre robot vont être réutilisées. Donc il faut y réfléchir en amont et pas se dire l'année suivante, est-ce qu'on peut réutiliser le module? Ah mince, si on avait mieux pensé notre truc, on aurait pu pouvoir brancher une batterie différente et on aurait pu continuer. On a raté. Bon, bref. Il y a le syndrome de la balançoire qui est un peu un autre problème sur le projet, c'est que les gens ne s'entendent pas de la même façon et que si on ne définit pas les termes correctement,
on arrive à des choses totalement différentes. Aussi les gens qui racontent n'importe quoi sur le projet. Typiquement, le client va vous dire ce qu'il a envie d'avoir. Donc Plein Essence va vous dire, je veux un robot qui vous fait ça. Vous faites le robot. Ok. Le chef de projet, il a compris comment faire un truc. Généralement, le chef de projet sait ce qu'on veut. Derrière, l'ingénieur qui l'a conçu, il va faire son interprétation de ce que lui a dit le chef de projet. Bon, le programmateur, généralement, il est totalement à l'ouest, il a codé ce qu'il a compris, c'est dire rien. Le responsable des ventes, donc généralement la personne qui fait la communication et les photos sur Instagram, Twitter, il fait de la superbe com, mais bon, le robot, il roule toujours pas. Dommage. Comment le projet a été documenté, généralement, il n'y a rien. Voilà, vous prenez chez Goldorak, il n'y a aucune documentation, par exemple. Quoi? Non, c'est faux, il y en a un petit peu. Le code, il y a zéro documentation pour le coup. Ce qui a été finalement installé, donc c'est ce à quoi vous êtes allé à la coupe et que vous avez homologué, généralement un morceau de bois avec 2 moteurs. Comment le client a été facturé, ça c'est ce que vous avez dépensé sur le projet et vous vous êtes rendu compte que vous avez payé trop cher par rapport à ce que c'est. Comment la hotline répond aux demandes. Donc là, c'est généralement quand l'informaticien vient demander au mécanicien pourquoi l'angle de servomoteur il a 3 virgules, c'est 3 chiffres derrière la virgule. Généralement, n'importe quoi. Et en fait, ce qu'on avait vraiment besoin, c'était en fait ce qu'on attendait vraiment du règlement, ce qu'on voulait comme robot pour le règlement, et que finalement, on a eu un truc totalement différent. Bon, bref. Il y a des alternatives à la méthode que j'ai montrée tout à l'heure, au cycle en V. En fait, c'est à vous de choisir la méthode qui vous plaît. Vous avez la méthode agile qu'on entend beaucoup en école d'ingénieur parce que c'est un buzzword, genre vous cherchez gestion de projet, vous allez avoir Agile Scrum sur LinkedIn, vous verrez, c'est marrant. Bref, à vous de choisir la méthode qui vous convient et de l'adapter selon vos besoins. La gestion du risque, c'est bête, mais sur un projet, il y a du risque. Il y a du risque partout, que ce soit sur les choix de composants, que sur l'achat, que sur la réalisation. Et il faut prendre en compte un risque rapidement identifié, un risque plus facilement pris en compte. Si vous avez prévu en compte que vous allez avoir des composants qui vont être en faible disponibilité au début, que vous les avez achetés, vous voyez dès le début qu'il y a des composants que vous avez besoin qui vont être très difficilement achetables, vous pouvez les acheter plus tôt possible, comme ça vous faites du stock et vous n'êtes pas bloqué au moment où vous en avez besoin. Il y a plusieurs façons de prendre en compte un risque, donc prévoir de la marge sur le temps ou l'argent, en se disant je prévois 50% plus de budget sur cette partie-là pour pouvoir racheter des pièces si je crame le moteur avant. Prévoir des alternatives, se dire c'est pas grave, j'ai d'autres trucs que je pourrais utiliser que j'ai en stock, tant mieux. Ou prévoir une version minimale viable, ça veut dire que vous avez prévu une version minimale qui fonctionne et vous êtes capable de la réaliser. Et des trucs que vous rajoutez au-dessus, si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave, je peux quand même faire mon robot. Typiquement, vous avez un robot à la coupe, l'actionneur ne marche pas, mais comme le robot est capable de pousser un élément de jeu, il peut s'homologuer et participer. Vous avez rempli la mission, vous êtes homologué, vous avez participé, même si l'actionneur n'a pas marché. Voilà, il y a des choses à prévoir. Appliquer la coupe, vous avez un cahier des charges qui s'appelle le règlement, ça tombe bien, qui vous dit tout ce qu'il faut faire, mais pas que. En fait, si vous voulez, chaque partie du projet, ça peut être considéré comme un projet à part et pas forcément que le robot. Ça dépend à quel point vous avez une équipe grande et à quel point vous travaillez sur votre robot. Ce que vous devez vraiment faire sur la gestion de projet, ça va être de mettre en place un processus quand même pour être clair de quelle façon on fait notre projet. S'inspirer de ce qui se fait, mais pas obligatoirement de faire tout le cycle en V, et de la documentation, c'est important. J'y viens après. Les outils de suivi, il y en a plusieurs. Déjà, vous pouvez faire un rétro-planning pour vous dire à peu près est-ce que je suis en retard ou pas sur mon projet. Donc, par exemple, vous avez un tableau, un rétro-planning qu'on a fait l'année dernière, qu'on n'a pas du tout suivi. Ça, c'était beau. Vous pouvez utiliser des outils de Kanban, par exemple Trello, qui permettent de faire des trucs avec des étiquettes. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les séries américaines, c'est des post-it collés sur les vitres. Ça existe vraiment. Je connais des boîtes qui font vraiment ça sur des murs. Et vous pouvez passer le post-it d'une étape à une autre pour dire j'ai commencé la tâche, j'avance bien, je l'ai fini, je l'ai testé, c'est validé. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une visibilité sur l'équipe entière, de dire ok, actuellement on est en retard sur le développement de l'IA, on va mettre un peu plus de gens sur l'IA pour aller un peu plus vite. Vous pouvez faire un diagramme de Gantt aussi, c'est un diagramme, c'est celui en bas là, qui vous permet de dire pour telle étape j'ai besoin de tant de temps et cette étape-là elle a besoin de l'étape précédente, etc. Et ça vous permet de voir justement où mettre la priorité et pas commencer l'étape suivante alors que vous avez besoin de la précédente par exemple. Vous pouvez tout faire dans Excel, typiquement. Vous pouvez utiliser des outils pro, etc. Mais vous pouvez tout faire dans Excel. Les outils de stockage, il faut y penser. Il va falloir stocker les fichiers sur quoi vous travaillez, que ce soit le code, l'électronique, la mécanique, la documentation. Oubliez tout ce qui est de stockage par clé USB disquette sur mon PC, parce que 1, vous allez le perdre, 2, vous allez le perdre, 3, vous allez le perdre. Voilà. Des drives partagés, c'est une bonne alternative. Google Drive, par exemple, pour une gestion d'association, c'est nickel, c'est ce qu'on fait nous. Genre, pas besoin de faire compliqué. Vous pouvez utiliser des systèmes de stockage synchronisés à bien configurer, à faire attention, genre Dropbox ou Mega. Notre Mega est disponible sur Mega. Enfin, la Mega du robot est disponible sur Mega, par exemple.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on partage la méca, mais c'est pas forcément la meilleure idée. Vous pouvez utiliser des outils de gestion de version comme Git. Ça, pour le code électronique, c'est nickel, ça marche bien. Donc utilisez-les. Et vous pouvez utiliser des backups locales ou même de manière générale des systèmes de stockage local comme des NAS. Tant que vous y avez accès à l'extérieur, enfin, sans être à côté du NAS, c'est bien. Mais voilà, vous pouvez penser à pas mal de systèmes. À vous de choisir celui qui vous convient, mais prenez-en un où c'est facile d'utilisation et surtout ça ne vous génère pas des conflits ou des suppressions parce que quelqu'un a pushé l'ancienne version de la méca et que vous perdez en fait les 2 jours de rush que vous avez fait sur le robot, par exemple. La gestion d'équipe. Pourquoi on doit gérer une équipe? Déjà, le projet, vous ne le faites pas tout seul. Déjà, c'est triste d'être tout seul sur un projet. Et un projet complexe, tout seul, c'est compliqué. Faire un robot de la coupe tout seul, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait. Quels sont les risques? Déjà, les problèmes de communication entre l'équipe. Vous ne comprenez pas de la même façon, vous n'êtes pas forcément du même horizon, donc potentiellement, vous ne parlez pas forcément la même langue aussi. C'est possible. Donc, oui, il peut y avoir des problèmes de communication, des différents, des gens qui ne s'entendent pas. Malheureusement, ça peut arriver, mais voilà, vous avez potentiellement ce genre de choses à régler. Des problèmes de cohésion. Les gens qui font pas ils vont pas dans le même sens, genre des gens qui commencent à faire un robot qui va être programmable en C et les mecs qui sont en train d'apprendre le C++ à côté. Ouais, ça va être dur au moment de leur annoncer que non, en fait vous programmez en C, pas C++. Il peut y avoir des clashs, des moments où des gens s'engueulent dans l'équipe. Oui, malheureusement ça arrive. Et la dissolution de l'équipe, c'est le cas le plus grave. Typiquement, effectivement, si ça marche pas et que chacun va tailler la route dans son coin, et du coup ça va être la fin de l'équipe. Donc il faut éviter d'atteindre cette étape-là. Comment éviter ces problèmes? Déjà, communiquer de manière régulière. Vous travaillez en équipe, communiquer vraiment. Mettre en place un processus de validation par l'équipe de comment on valide une solution en équipe entière et pas juste c'est un mec dans son coin qui dit c'est valide et l'autre équipe elle fait bah non, c'est pas ça qu'on voulait. Avoir une claire répartition des tâches. Chacun doit avoir ses tâches assignées et genre faut pas que quelqu'un commence à faire la tâche de quelqu'un d'autre alors que l'autre est en train de bosser dessus. Potentiellement vous avez 2 mecs qui ont bossé sur la même chose pendant une semaine entière chacun et il y en a un qui va servir qui aura bossé pour rien. Faut choisir entre démocratie et dictature. Au bout d'un moment la dictature ça peut s'imposer et ça vaut le coup. Avoir quelqu'un qui dit stop les mecs, vous faites n'importe quoi. Je suis d'accord que vous êtes tous en joie, vous êtes tous envie de faire l'IA du robot, mais le robot il roule pas. Donc stop, vous arrêtez de bosser sur l'IA et vous allez enfin me coder le robot pour qu'il roule. Les bonnes pratiques, faut bien suivre le développement du projet quand on est chef de projet notamment. Organiser des points de suivi, genre vous faites des réunions pour dire où vous en êtes. Organiser des temps consacrés à la transmission, de dire par exemple moi j'ai travaillé sur ça et vous expliquer ce que vous avez fait. Comme ça les gens peuvent comprendre et mieux à utiliser votre travail. Organiser des temps de travail, des ateliers pour pouvoir être ensemble, potentiellement même en visio, mais le faire parce que c'est important de travailler ensemble et pour pouvoir évidemment se mettre d'accord. À ne surtout pas faire, déjà commencer à chasser la sorcière. Potentiellement des gens vont faire des bêtises, même pendant la coupe. Genre par exemple refacto du code alors qu'on a autre chose à faire. Mais ça sert à rien de chasser la sorcière, ça va faire juste créer que des tensions dans l'équipe. Il faut régler les problèmes. Il y a un problème, quelqu'un a causé un problème, ça sert à rien de faire un guide blame pour dire c'est cette personne qui a causé le problème. On règle le problème et on passe à autre chose. On a autre chose à faire. On arrête de perdre son calme, on ne crie pas. Surtout si tout le monde se mettait à crier à la coupe dès qu'il y a un problème, on serait sourd. Partir de rage. Typiquement, ça c'est le pire comportement qu'on peut avoir et malheureusement ça arrive trop souvent que des gens qui partent de rage, il faut garder son calme et essayer de comprendre ce qui ne va pas parce que potentiellement le problème il se règle en 3 secondes et finalement l'équipe elle est restée ensemble et elle est là en phase finale parce qu'ils ont réparé le problème à temps et tout casser, genre tout casser parce qu'on est énervé, non. C'est un cas qui est déjà arrivé et qui arrive souvent a priori sur la photo. Voilà. Les outils que vous pouvez utiliser, il y en a beaucoup. Choisissez l'outil qui vous plaît, Discord, WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype, si vous êtes... allez, MSN, si vous êtes vraiment vieux. Et je pourrais dire IRC aussi, mais bon, voilà. Vous pouvez choisir des outils de médiation, il y en a des simples, hein. Genre jouer à des jeux de plateau, ça marche. Aller au bar pour boire autour d'un verre pour se mettre d'accord et tranquillement et calmer les tensions. Faire du karaoké, enfin faire des activités à côté de l'association. Enfin, à côté de l'activité principale de l'association, donc arrêter de faire du robot pour parler et être dans un cadre détendu, c'est une bonne solution. Le financement, il faut parler un petit peu, il va falloir financer. Un projet, ça demande de l'argent, de la bonne moula, et pour un projet de coupe, ça demande beaucoup de moula, et du matériel, oui, comme des machines par exemple. Donc vous avez plusieurs possibilités, se faire financer par l'école, les sponsors, avoir des dons de matériel, les dons de vos membres. Les membres peuvent donner de l'argent à l'association. Alors, par exemple, sur l'équipe des anciens, nous, on se finance majoritairement on se finançait majoritairement avec les dons des membres. Mais malheureusement, c'est difficile d'avoir ce qu'on veut avec cet argent.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir estimer votre budget pour réaliser le projet. Ça, c'est le travail d'ingénieur. Il va falloir savoir combien ça va coûter. Malheureusement, vous serez trop loin de l'estimation réelle de ce que ça vous a coûté, mais il faut quand même le faire. Rechercher des financements, faire des demandes de sponsors, de budget, mettre un beau costume quand on va voir le directeur de l'école, c'est-à-dire le repasser avant aussi, et aussi se laver la bouche pour avoir une bonne haleine. Je tiens à le dire au cas où. C'est pour ça qu'il y a une brosse à dents Evolutech d'ailleurs, avec du dentifrice, si jamais vous posez la question. Suivre les dépenses et réadapter le budget selon ce que vous avez pu recevoir. Potentiellement, un sponsor vous a dit non, dommage, il va falloir s'adapter. Suivre les dépenses et les remboursements. Potentiellement, vous devez rembourser des membres parce qu'ils ont acheté des trucs avec leur propre argent, il va falloir le suivre et le rembourser. Faire des fixes et des adaptations au budget au fur et à mesure de l'année. Vous vous rendez compte que finalement, les batteries, ça vous a coûté 2 fois plus cher que prévu. Il va falloir enlever du budget quelque part. Et faire un bilan financier à la fin de l'année, c'est obligatoire, surtout que si vous faites des demandes de budget à l'école, il va falloir le justifier, que l'argent que vous avez touché et dépensé l'année précédente. Les outils, vous pouvez utiliser un carnet des calculettes, on n'est plus en 2000, même en 1980, donc vous pouvez utiliser Excel, genre c'est fait pour ça. Les outils pro, non, genre ça coûte cher et c'est de la merde, Excel fait très bien le travail, et Excel. La communication. Alors, il va falloir communiquer pour pas mal de choses. Déjà, montrer vos activités, que ce soit sur votre campus, à l'extérieur. Recruter plus facilement. Si on fait de la com, on recrute plus facilement. Faire des retours à vos partenaires. Oui, les partenaires vont vouloir avoir des retours sur ce que vous faites et justifier, par exemple, que effectivement, vous mettez bien en avant ce partenaire pendant votre projet. Faciliter la transmission avec potentiellement vos futurs membres. Et être cool. Quand on fait de la bonne com, on est cool et on gagne des prix à la coupe, d'ailleurs. Par quel moyen? Vous avez pas mal de choses. Alors je parle des moyens de communication, je ne parle pas des moyens de réalisation de la communication, hein. Les supports de com, il y en a pas mal aussi, mais on va juste parler de ce que sur quoi. Donc déjà les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, qui marche plutôt bien d'ailleurs pour la coupe a priori. Bref, celui qui vous plaît, TikTok, hein, si vous avez envie. Bon, je pense pas que ça soit super adapté, mais voilà. Les mails, quand vous allez communiquer avec un partenaire ou avec votre équipe, vous pouvez faire des mails. Le site web, c'est important d'en avoir un et ça serait bien qu'on en ait un, nous par exemple. Et de l'affichage, par exemple dans notre école ou d'autres lieux où des gens susceptibles d'être réceptifs à votre projet sont là. Voilà. YouTube, non mais voilà, sur les réseaux sociaux, tu peux faire une liste, hein, Google+, vas-y si tu veux. YouTube, Twitch, Vimeo, allez, vas-y, on peut tout faire. Dailymotion, bon, voilà. La documentation de la passation, ça c'est vraiment la partie importante qu'il ne faut pas louper. Comment transmettre? Il faut transmettre les connaissances qu'on a pu acquérir et les choses qu'on a pu faire, soit en écrivant la documentation, soit en organisation des séances de présentation de notre travail. Ça, c'est bien de présenter ce qu'on a fait. On avait écrit un magnifique outil qui permet de générer la stratégie du robot. Ça serait bien de le présenter pour que les gens le comprennent et puissent l'utiliser et pouvoir le corriger s'il y a des problèmes. Organiser des ateliers autour de ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai écrit un morceau de code qui permet de gérer, je ne sais pas, les moteurs. J'ai pu montrer un atelier de comment je configure les moteurs, etc. Comme ça, les gens le comprennent et ils savent l'utiliser. Bref, faites tout, c'est cool, c'est important et ça évite que des mecs vous appellent quand vous n'êtes plus dans l'école depuis 2 ans pour vous demander pourquoi le morceau de code à la ligne 133 il crache. Oui, c'est des cas typiques. Pourquoi documenter? Déjà, transmettre les informations importantes de ce que vous avez fait. Pouvoir facilement reprendre un ancien projet, c'est bête, mais vous avez développé un truc sur le robot, 3 ans plus tard, vous ne vous souviendrez pas forcément de comment ça a été développé. Donc c'est cool, vous avez documenté votre projet, vous vous souvenez pourquoi vous avez fait les choses. Et surtout, vous avez documenté ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Comme ça, vous vous souvenez que j'avais ça à faire, je vais aller le régler, ça tombe bien, j'avais complètement oublié. Faire de la passation avec les autres. Si vous faites une équipe de robotique qui va perdurer dans le temps, potentiellement, ce que vous avez fait va être utilisé par d'autres personnes. Donc c'est bien de documenter pour eux, pour qu'ils puissent réutiliser votre travail et pas devoir tout jeter, tout recommencer. Ce qu'on a à la coupe généralement, c'est que les gens, les nouveaux, jettent ce qui a été fait précédemment parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est pas documenté. C'est le problème, les ingénieurs ont souvent du mal à documenter eux-mêmes leur travail. Comment documenter? Là, vous avez beaucoup de moyens. Déjà, écrire des documents avec Word, générer des PDF, faites ce que vous voulez, quoi. Les commentaires de code. Vous écrivez du code, commentez-le. Genre, dans les écoles, ça devrait être obligatoire un cours de comment on commande du code, parce que c'est important. Faire des vidéos d'explication. Genre, par exemple, les EO avaient expliqué tout ce qu'ils avaient fait en vidéo, et ça avait pas mal parlé aux gens. Et en plus, ça fait de la visibilité à l'asso, en faire ça. Faire de la documentation en ligne interactive. Donc, vous pouvez, par exemple, générer de la documentation interactive. Là, j'ai pris la documentation de GitHub de comment faire des sites web avec GitHub. Elle est vraiment pas mal, leur doc, et vous pouvez cliquer, suivre les liens, c'est pas mal. Les outils de documentation en ligne, c'est plutôt pratique parce que ça facilite la navigation et ça permet de facilement trouver ce qu'on cherche. Les outils, vous avez beaucoup d'outils.
déjà, vous pouvez utiliser Word pour écrire des documents. Généralement, en projet d'ingénieur, bah, on doit écrire de la documentation pour la certification. Bah, ça tombe bien, ou Word, hein, voilà quoi. Vous avez des moyens qu'on utilise dans le code, par exemple, comme d'Oxygène, qui permet de générer du code, de la documentation automatique d'après le code. Donc ça, c'est pas mal. Parce que vous pouvez arriver avec des processus automatiques où vous envoyez le code en ligne et votre outil de stockage, par exemple GitHub, est capable de faire tourner ce qu'il faut pour générer la doc depuis votre code. Et du coup, vous arrivez, il vous génère un site web complet de la documentation de votre code. C'est cool. Donc voilà, c'est possible. Vous avez Confluence qui est une plateforme en ligne qui permet de faire la documentation facilement et il prend le format d'Oxygène notamment. Nous, on utilise ACMD un peu. C'est pour faire des pages en Markdown en ligne. Et du coup, on a plein de pages Markdown à Evolutech pour faire la documentation. Ça marche plutôt bien et on peut mettre des photos, donc c'est cool. Vous pouvez utiliser GitHub. Enfin bon, bref, il y a plein de moyens. Prenez celui qui vous plaît. Mais faites de la documentation, c'est important. En bref, il y a beaucoup à faire. Il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais bon, il faut quand même y penser un peu. Organisez-vous comme vous le voulez. Il faut prendre quelque chose qui vous plaît, pas quelque chose qui vous embête et qui est un frein à votre développement non plus. Il y a beaucoup trop d'outils, donc choisissez ceux que vous voulez. Ça sert à rien d'essayer de faire tous les outils, notamment pour la communication. Au bout d'un moment, on arrive et on n'a plus le temps, en fait, parce qu'on a trop de choses à faire. Enfin, on s'est mis trop de contraintes. Et surtout, le plus important, il faut se mettre d'accord dès le début du projet et pas tout changer en plein milieu ou à la fin du projet, parce que généralement, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, quand un processus est établi, il faut le respecter. Malheureusement, toute l'année, il y a des moments, c'est pénalisant, mais voilà, c'est quelque chose à faire. Et genre, par exemple, on ne se décide pas de changer tout le robot au milieu de l'année parce que j'ai une meilleure idée. Ouais, mais trop tard, le robot, il est en train de rouler là. Enfin, on va pas le démonter, faire un nouveau robot, quoi. Et surtout, on commence pas à faire son robot une semaine avant. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai raconté? C'est ça. Ça, c'est ce que je disais en tant que. Hop, bien suivre le développement du projet. Il faut suivre le développement du projet en globalité. Donc quand quelqu'un est en difficulté sur sa tâche, quand on suit bien, on suit les membres, on suit chacun dans ses tâches, et on est capable de voir que quelqu'un est en train de galérer et on peut lui donner du support. Même potentiellement, la personne, elle ignore une information, elle galère à cause de cette information, et vous lui donnez, et oh bah ça la débloque, elle arrive à finir. Donc oui, bien suivre le développement du projet, ça implique de bien suivre chacune des personnes dans le projet. Voilà. Potentiellement, on a vu que quelqu'un n'a pas fait son boulot, on intègre tout et il manque une partie. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Ouais, j'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Quand on veut faire des diagrammes sur le chose, il y a pas mal d'outils qui existent. On peut tout faire dans Excel, pour le coup, pour créer ces diagrammes, c'est possible. On peut utiliser Word aussi si on a envie. Mais sinon, il y a un autre que j'aurais recommandé, j'ai pas pensé à le mettre, c'est diagramme.net, enfin anciennement draw.io, qui est capable de faire des diagrammes pas mal et de les partager en ligne. Il y a quoi? Dia? J'ai jamais utilisé pour le coup, donc je sais pas. Mais voilà, il y en a plein, prenez un qui vous plaît. Potentiellement, payez pas pour ça. Ça sert à rien. Bon, bon, voilà, je vais laisser la conf suivante, mais je crois qu'il est en train de dormir. On essaie d'organiser du temps un petit peu. Ouais, c'est 44 minutes. J'ai presque regagné un peu le temps. Allez, non. Ok, et après il reste la conf Coffee Machine, mais je vais essayer de faire vite.